On a peut-être atteint un point de bascule dans l'ordre mondial. À mon avis, les États-Unis auraient dû cesser depuis longtemps de chercher la primauté et l'hégémonie mondiale. C'est une stratégie qui n'a pas réussi et qui a entraîné le pays dans des guerres sans fin. Des guerres qui, en réalité, ont accéléré le déclin relatif des États-Unis et la montée en puissance de certains de leurs concurrents. Bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis votre animatrice, Lena Petrova, et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le Dr Trita Parsi, expert reconnu à l'international des relations entre les États-Unis et l'Iran, de la géopolitique du Moyen-Orient et de la diplomatie, cofondateur et ancien président du National Iranian American Council. Il est aujourd'hui vice-président exécutif du Quincy Institute for Responsible Statecraft. Il est depuis longtemps au cœur des débats sur la retenue stratégique, la guerre et la politique étrangère américaine. Vous pouvez suivre le travail de Trita sur sa page Substack, que je lis d'ailleurs avec une grande assiduité et que je vous recommande vivement. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Trita, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. Avec plaisir. Permettez-moi de commencer en vous interrogeant sur la situation actuelle dans la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. L'administration Trump mise sur l'étranglement économique de l'Iran. Le 5 mai, Marco Rubio a annoncé que l'opération Epic Fury était terminée et que l'attention se portait désormais sur le projet Freedom, dont l'objectif est d'assurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais quelques heures seulement après cette annonce, le projet Freedom a été suspendu. Pourtant, selon des rapports publics, depuis le début du cessez-le-feu, les États-Unis déplacent d'importants moyens militaires vers le Moyen-Orient, ce qui, bien sûr, comme on le sait, peut laisser penser à des préparatifs de guerre pour de nouvelles attaques, peut-être. Il y a énormément d'éléments en mouvement et de récits contradictoires. Trita, partagez avec nous votre analyse de ce qui se passe en ce moment dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que dans le détroit d'Ormuz. Encore merci de m'avoir invité. Si la situation paraît aussi confuse, c'est parce que la politique et la stratégie des États-Unis le sont aussi. C'est une politique incohérente. Je veux dire, quand une opération est annoncée, puis annulée, 24 ou 48 heures plus tard, ça ne donne confiance à personne dans le fait que l'administration Trump est un vrai plan. On a vu comment ils sont passés d'un vœu pieux à un autre. D'une guerre censée durer 4 jours à un blocus qui, il y a 12 jours encore, devait faire s'effondrer l'économie iranienne. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Résultat, Trump est très, très frustré. À mon avis, cette recherche d'une sorte de solution miracle qui mettrait les Iraniens à genoux pousse l'administration à sauter d'une politique à l'autre, sans obtenir grand-chose, voire en se nuisant à elle-même, et en donnant l'impression que tout cela est extrêmement confus. C'est déroutant, mais c'est parce que la politique elle-même est confuse. En même temps, on a l'impression qu'il y a un certain progrès dans les négociations. Reste à voir si cela donnera vraiment quelque chose, ou si, comme on l'a déjà vu, même quand des avancées diplomatiques ont lieu, Trump finit par se saboter lui-même. Il publie une déclaration, revient sur une promesse, ou envoie un tweet complètement faux, inacceptable pour les Iraniens, et qui les pousse à se retirer. Malheureusement, c'est une tendance qu'il a. Ce n'est pas propre à l'Iran, mais cela semble s'être manifesté de façon plus agressive avec l'Iran, justement parce que Trump est frustré de voir que sa politique ne fonctionne pas.
Dans l'un de vos articles publiés récemment, vous soutenez que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a révélé les limites de l'hégémonie américaine. J'aimerais citer quelques phrases pour que nos téléspectateurs comprennent mieux le cœur de votre analyse. Vous écrivez « Le danger pour les États-Unis, ce n'est pas de devenir insignifiant, c'est de continuer à suivre une stratégie conçue pour un monde qui n'existe plus. » C'est la même chose pour les pays qui ont choisi de s'appuyer largement sur la domination militaire américaine. L'hégémonie américaine promettait le contrôle, mais la guerre contre l'Iran en a montré les limites. Et dans l'écart entre la promesse et la réalité se trouve sans doute la fin d'une époque. Trita, expliquez-nous comment la défaite stratégique des États-Unis en Iran a mis en lumière les limites de leur puissance militaire. Et ceci leur capacité à projeter ces effets à l'échelle mondiale. Merci. Je suis vraiment content que vous ayez soulevé cette question, parce que je pense que c'est l'un de ces grands sujets qu'on a tendance à perdre de vue, surtout quand on débat de la dernière proposition ou du dernier article d'Axios sur une idée qui existe, ou pas. Et pendant ce temps, on a peut-être atteint un point de bascule dans l'ordre mondial. À mon avis, les États-Unis auraient dû cesser depuis longtemps de chercher la primauté et l'hégémonie mondiale. C'est une stratégie qui n'a pas fonctionné et qui a entraîné le pays dans des guerres sans fin, des guerres qui ont en réalité accéléré le déclin relatif des États-Unis et la montée en puissance de certains de leurs concurrents. Mais ce que je pense qu'il s'est passé ici, c'est qu'on n'en est plus à se demander si la primauté est la bonne stratégie ou non, ni même si elle peut fonctionner dans certains domaines. La vraie question, c'est de savoir si elle est encore seulement possible. Parce que ce qu'on a vu pendant la guerre contre l'Iran, c'est que les Iraniens, grâce à de nouvelles technologies, à leur connaissance du terrain et à la manière dont ils l'ont façonné, ont réussi non seulement à empêcher les États-Unis de remporter une victoire, mais peut-être même à les battre sur le plan stratégique. On le voit très clairement aujourd'hui. Quand l'opération Freedom, ou quel que soit son nom exact, a été lancée, les Iraniens ont réagi de façon très agressive. Ils ont attaqué les Émirats arabes unis, ils ont visé des navires américains, et ils ont montré qu'ils étaient prêts à une escalade massive dans ce genre de situation. Et les États-Unis ont reculé. Une partie de la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas tenté d'ouvrir militairement les détroits, c'est qu'ils ne le peuvent pas, du moins pas à un coût acceptable. La primauté américaine reposait sur l'idée que les États-Unis pouvaient mener avec succès 2 grandes guerres en même temps, sur 2 continents différents. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils ne parviennent même plus à le faire efficacement sur un seul continent. Ce n'est pas parce que, au fond, si les États-Unis mobilisaient vraiment tous leurs moyens militaires et acceptaient le coût d'une invasion terrestre de l'Iran, ils ne finiraient pas par réussir. Probablement, oui. Mais le coût est tellement élevé que cela limite la marge de manœuvre des États-Unis. Du coup, ils n'envisagent même pas ce type de scénario, même face à ce qui pourrait finir par ressembler à une défaite humiliante ici, dans le Golfe Persique. Si on compare, par exemple, la guerre d'Irak et une guerre contre l'Iran, on peut dire que dans le cas de l'Irak, les États-Unis ont au moins atteint leurs objectifs militaires en à peine 3 semaines. Il n'y avait aucun doute là-dessus, une supériorité militaire totale des États-Unis. Ils ont aussi atteint leurs objectifs politiques en se débarrassant de Saddam. Bien sûr, beaucoup de problèmes ont suivi ensuite, mais ce n'est pas qu'ils n'aient pas réussi à atteindre ces objectifs. Alors que dans le cas de l'Iran, les États-Unis n'ont même pas atteint les objectifs militaires, ni les objectifs politiques. Aucun d'entre eux n'a été atteint.
Et je pense que cela va soulever des doutes sur la fiabilité et l'efficacité de la primauté américaine. Pas seulement au Moyen-Orient, là c'est certain que ce sera remis en question, mais aussi au-delà, en Europe, en Asie et ailleurs. Et tout comme beaucoup de pays du Moyen-Orient cherchent maintenant à diversifier leurs partenariats, à ne plus dépendre uniquement des États-Unis, pas dans le sens où ils s'en détourneraient complètement, mais plutôt qu'ils ne mettront plus tous leurs œufs dans le panier de la sécurité américaine. Je pense qu'on verra des tendances similaires dans d'autres régions, moins fortes, moins marquées, mais elles apparaîtront aussi. Parce qu'il est devenu évident qu'un petit pays, en utilisant des stratégies intelligentes, une escalade horizontale, et en tirant parti du terrain et de la géographie, peut refuser à une puissance comme les États-Unis, pourtant bien plus forte, une victoire militaire, et peut-être même, à terme, la battre sur le plan stratégique. C'est vraiment intéressant parce que la perte d'hégémonie irait forcément de pair avec l'émergence de plusieurs centres de pouvoir. Et je pense que c'est exactement ce qu'on veut dire quand on parle de multipolarité. En fait, on sous-entend que le monde est multipolaire, donc il existe plusieurs pôles de puissance. Alors, comment cette guerre est-elle en train de redéfinir les dynamiques du pouvoir mondial, surtout pour des acteurs comme la Chine et la Russie, qui sont des concurrents de même niveau que les États-Unis? Je pense que, du point de vue des États-Unis, la Russie est perçue comme un concurrent dans le contexte européen, mais pas à l'échelle mondiale. Alors que la Chine, elle, est identifiée comme un État qui a la capacité, et sans doute, au moins le désir à terme, si ce n'est déjà le cas, de remplacer les États-Unis comme superpuissance mondiale, la seule superpuissance. Si on écoute les responsables chinois, bien sûr, ils disent très clairement que ce n'est pas leur intention. Ils ne cherchent pas à prendre cette place, mais plutôt à partager le monde avec les États-Unis et d'autres grandes puissances, plutôt que de les remplacer. On peut mettre de côté leurs intentions un instant, mais je pense que tout cela, sous différentes formes, va encourager la Chine à aller plus loin. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont envahir Taïwan demain, mais on voit, encore et encore, que l'ascension de la Chine s'accélère, non pas seulement parce qu'ils prennent toujours les meilleures décisions, même s'ils en prennent beaucoup de très bonnes. Et la plupart des décisions intelligentes qu'ils prennent, ce n'est pas de déclencher des guerres, mais plutôt d'accélérer un mouvement déjà provoqué par les mauvaises décisions de l'Amérique. Des décisions stupides, comme justement lancer ces guerres, qui accélèrent le moment où l'on bascule vers un monde multipolaire. Si on regarde la littérature sur le sujet, beaucoup de gens prévoyaient que ce changement arriverait vers 2040 ou 2050. Et aujourd'hui, on voit bien que ça se produit beaucoup plus tôt que prévu, en grande partie à cause de ces guerres inutiles que les États-Unis ont déclenchées. Je pense qu'une question encore plus importante, c'est de savoir comment les autres pays vont réagir à tout ça. Parce que pendant très longtemps, tout le monde se tournait vers les États-Unis. Et ce n'est que si les États-Unis participaient à quelque chose, soutenaient une proposition, ou étaient derrière une nouvelle initiative ou une nouvelle institution, que cela comptait, et seulement dans ce cas-là. Je crois qu'on va commencer à voir un changement. Beaucoup de pays dans le monde vont avancer dans leur propre direction, ensemble, collectivement, avec ou sans les États-Unis. La participation américaine n'est plus indispensable, ni même nécessaire, pour que de nombreuses initiatives importantes en matière de sécurité internationale soient viables. Et ça, je pense que c'est l'un des premiers vrais signes qui montrent que ce monde semi-multipolaire, ou du moins l'affaiblissement des États-Unis en tant que nation indispensable, est déjà une réalité.
Alors certains pays le comprennent peut-être sur le plan intellectuel, mais il faudra encore du temps avant que cela soit vraiment intégré et pris en compte dans leur politique. Je veux dire, en 2010, Hillary Clinton avait déjà déclaré que le monde était multipolaire. Je ne crois pas qu'un seul pays européen ait fait le moindre effort pour s'adapter à cette prévision ou à cette lecture de la réalité. Et je pense que cela s'est retourné contre eux quand on est arrivé à 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De manière générale, il y a cette perception selon laquelle les États-Unis seraient militairement invincibles. Et l'Iran, lui, a été attaqué par les États-Unis et par Israël. Israël, bien sûr, est une puissance militaire très bien équipée au Moyen-Orient. Pourtant, l'Iran a montré une capacité remarquable à tirer parti de ses ressources et de décennies de préparation à ce type de scénario pour infliger d'énormes dégâts économiques, non seulement aux pays du Golfe, mais aussi à l'échelle mondiale. Et il semble que nous n'ayons pas encore vu toutes les conséquences de cette guerre. Alors, la stratégie de l'Iran, et ce que j'appellerais sa véritable leçon de guerre asymétrique, est-ce quelque chose que d'autres États, peut-être des puissances intermédiaires, pourraient adapter et utiliser à leur tour contre les États-Unis ou d'autres grandes puissances? Par exemple, si l'on prend la Chine, dans l'hypothèse d'un conflit autour de Taïwan, pensez-vous qu'il y ait quelque chose que la Chine aurait pu apprendre de la guerre asymétrique menée par l'Iran et de sa capacité à exploiter ses ressources face à une grande puissance comme les États-Unis? Je pense qu'une question peut être plus pertinente, c'est de savoir si Taïwan a tiré des leçons de l'Iran. Parce qu'il serait plutôt dans ce type de scénario, où si la Chine envahissait Taïwan, ils devraient jouer leurs cartes un peu comme les Iraniens, puisqu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la Chine. Bien sûr, la situation reste très différente. La Chine est juste à côté. Les États-Unis, eux, ont dû mettre plusieurs semaines pour déplacer un tiers de leur marine vers le golfe Persique. Vous vivez aux États-Unis, je suis sûr que vous l'avez remarqué. On pouvait marcher dans presque n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville américaine, quand la guerre a éclaté. C'était comme si les États-Unis n'avaient pas tout juste déclenché une guerre contre un pays de 93 millions d'habitants. On ne le ressentait absolument pas, parce que c'était si loin. Et malheureusement, c'est devenu un schéma assez courant aux États-Unis. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il est si facile pour le pays d'entrer en guerre. Souvent, la population ne s'en rend même pas compte. Ou bien, la douleur met beaucoup de temps avant de l'atteindre. Les Iraniens, eux, avaient très bien compris cela. Ils ont agi de manière à infliger cette douleur le plus vite possible à l'ensemble des États-Unis pour provoquer une crise politique pour Trump chez lui. Et sur ce point, ils ont plutôt bien réussi. Mais Trump a aussi réussi à faire quelque chose qui a permis d'éviter le pire de cette crise. Très peu de soldats américains ont été tués. Si les Iraniens avaient réussi à provoquer un massacre contre les États-Unis, avec un très grand nombre de morts américains, la crise de Trump aurait été bien plus grave, peut-être même irréversible. Mais Trump a réussi à éviter cela, en grande partie parce que, malgré toute sa rhétorique, il n'a pas cherché à ouvrir militairement le détroit d'Ormuz. Il n'a pas tenté de prendre l'une des îles iraniennes. Il n'a pas essayé d'envahir l'Iran pour détruire une partie de son uranium hautement enrichi, et ainsi de suite. Du moins, c'est ce que nous pensons. Il y a quelques signes qu'une tentative a eu lieu, mais qu'elle a échoué. Mais au fond, si quelque chose comme ça avait été fait, la situation aurait été bien pire. Donc, Trump avait clairement compris qu'il y avait encore certaines limites qu'il devait éviter de franchir pour son propre intérêt politique. Maintenant, pour revenir à votre question initiale, est-ce que, en gros, la stratégie iranienne peut être reproduite ailleurs?
J'en ai parlé il y a quelques semaines avec Stephen Walt, Stephen Wertheim et Monica Toft. Et c'est sûr que Monica Toft, sur ce sujet-là, en sait bien plus que moi. Mais elle a dit très clairement que oui, c'est tout à fait reproductible. Et au-delà de ça, on a déjà vu la situation se reproduire, ou même l'inverse. Certains disant que c'est exactement ce que les Ukrainiens ont fait face à la Russie. La Russie est un État bien plus puissant, mais les Ukrainiens ont su utiliser le terrain de manière très efficace, ainsi que de nouvelles technologies, pour empêcher les Russes, malgré leur supériorité, d'obtenir ce type de victoire. Maintenant, bien sûr, il y a une différence majeure. La Russie est juste à côté, l'Ukraine aussi. Les États-Unis, eux, projettent leur puissance depuis l'autre côté de l'océan. Mais il faut aussi rappeler que l'Ukraine a reçu un soutien militaire et financier considérable, à la fois de l'Europe et des États-Unis, ainsi qu'un appui important en matière de renseignement. Même s'il y a des signes que les Iraniens ont reçu un soutien en renseignement de la part des Russes et des Chinois, l'Iran n'a reçu aucune arme. L'Iran n'a reçu aucun financement. En gros, l'Iran a fait tout ça, ou presque, par lui-même. Et c'est ce qui rend cette situation très très différente du cas ukrainien. Mais dans l'ensemble, on voit bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un détroit d'Ormuz aussi stratégique pour pouvoir appliquer cette stratégie. Cette approche peut être reproduite ailleurs dans le monde, même dans des régions qui n'ont pas ce niveau d'importance stratégique. Vous avez dit que l'administration cherche une solution miracle plutôt que de s'engager dans une véritable diplomatie. Et je pense que c'est tout à fait vrai, parce que cette guerre n'avait pas besoin d'être déclenchée. Il y avait des négociations en cours et les États-Unis ont attaqué l'Iran à 2 reprises pendant ces négociations. Donc, bien sûr, on peut dire que la confiance dans la capacité de l'administration Trump à négocier, tout comme la confiance envers les États-Unis en tant qu'État, a été sérieusement ébranlée par de telles actions. Mais qu'est-ce que cela révèle vraiment des véritables objectifs de Trump dans cette guerre de choix et de sa manière de prendre des décisions? Est-ce que ce sont surtout des décisions unilatérales, prises par une seule personne, ou bien qu'est-ce qui pousse cette recherche d'une solution miracle? Au lieu de la capacité d'adaptance nécessaire pour mener une diplomatie sérieuse avec État d'État. Je pense que c'est une excellente question, Lena. Et je dirais qu'il faut reconnaître que ce n'est pas propre à Trump. Alors oui, il l'a peut-être fait d'une manière plus extrême que d'autres présidents, mais selon moi, c'est quelque chose de profondément ancré dans l'approche américaine vis-à-vis de l'Iran. On l'a vu à l'époque de Bush, on l'a vu aussi sous Biden, on ne l'a pas vu pendant la deuxième partie de la présidence Obama, mais on l'a vu, dans une certaine mesure, au début de son mandat. Il y a cette idée, en fait, que comme superpuissance, les États-Unis n'ont pas besoin de faire de compromis, qu'ils peuvent simplement dicter à l'autre camp ce qu'il doit faire. Et que l'écart de pouvoir est tel, et l'écart de pouvoir économique est tel, que les Iraniens n'ont tout simplement pas le choix. Ils doivent accepter. Et qu'à l'inverse, pour les États-Unis, s'engager dans un véritable échange est perçu comme humiliant, parce que cela remet en cause leur statut de superpuissance. J'ajouterais aussi, même si je n'ai pas mené d'études sur le sujet, que ce comportement n'est pas forcément propre aux États-Unis. D'autres grandes puissances ont probablement agi de la même façon. C'est donc une forme de pathologie, mais les temps changent. Et même dans le cas d'un État plus petit, relativement parlant, comme l'Iran, nous ne vivons plus dans un monde où la concentration du pouvoir est telle qu'on peut imposer ses conditions de cette manière. Parce que les États-Unis essaient de faire ça avec l'Iran depuis plus de 40 ans, et ça n'a absolument mené nulle part.
Ce n'est que sous l'administration Obama, pendant le second mandat, qu'une véritable diplomatie a été engagée. Et c'était une diplomatie très ferme. Ce n'est pas comme si Obama s'était laissé faire. Ces négociations ont duré 2 ans et demi, justement parce que les deux camps ont un peu trop négocié. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'on a vu les États-Unis vraiment entrer dans un vrai jeu de concessions réciproques. Et ça a marché. Et je suis de plus en plus convaincu que cela n'a peut-être été possible que parce qu'Obama était président, parce qu'il faisait figure d'exception parmi tous les autres présidents américains, du moins à l'époque récente. Il a grandi en dehors des États-Unis. Je n'ai jamais vu un autre Américain avec une telle capacité à voir le monde à travers les yeux d'un autre pays, d'un pays non américain, justement parce qu'il y a grandi. Prenez Joe Biden, par exemple. Joe Biden a passé des décennies, un 5e de l'histoire des États-Unis, en première ligne de la politique étrangère américaine, depuis son passage au Sénat. Et pendant toute cette période, pendant la guerre froide et tout le reste, il a appris à connaître le monde à travers son travail de sénateur en tant que représentant des États-Unis. Et dans ce rôle, il a dû regarder le monde avant tout à travers le prisme américain. Alors qu'Obama avait une vision complètement différente, et c'est ce qu'il a apporté à la Maison-Blanche. Je pense que Biden a été la preuve que si ça n'avait pas été Obama, si ça avait été Hillary Clinton en 2009, on n'aurait pas eu d'accord nucléaire avec l'Iran. Cette capacité unique à voir le monde depuis la perspective d'un autre pays, sans être obsédé par le statut qu'une superpuissance doit absolument préserver et défendre pour ne pas le voir s'éroder, c'est exactement ce qui a rendu cet accord possible. Il faudra cette même humilité pour parvenir à un accord entre Trump et les Iraniens. Et humble n'est probablement pas le mot que quiconque utiliserait pour décrire Trump. Donc, ça va être un vrai défi. Absolument, oui. Quand je pense à Trump, le mot humble est vraiment le dernier qui me vient à l'esprit. Clairement pas humble. Chita, parlons d'un aspect intéressant de cette guerre, quelle que soit la façon dont elle se termine. Je pense que la prolifération nucléaire est l'un des grands sujets qui viennent à l'esprit, parce qu'il y a ici un argument assez solide. Si l'Iran avait possédé l'arme nucléaire, il n'aurait peut-être pas été attaqué, non pas une, mais 2 fois, par les États-Unis et par Israël. Et si je ne me trompe pas, John Mearsheimer soutient que la dissuasion nucléaire de l'Iran pourrait en réalité jouer un rôle stabilisateur au Moyen-Orient. Pour les États-Unis, ce ne serait pas vraiment une menace parce qu'ils coexistent déjà avec un Pakistan doté de l'arme nucléaire et avec une Corée du Nord également nucléaire. Donc, un Iran nucléaire ne représenterait pas forcément une menace existentielle ou immédiate pour les États-Unis d'Amérique. Penses-tu que cette guerre, quel qu'en soit le résultat, augmente en fait la probabilité d'une prolifération nucléaire à l'échelle mondiale, surtout parmi les États qui se sentent vulnérables? Bien sûr. Laissez-moi juste faire quelques remarques rapides sur d'autres points que vous avez évoqués. Ken Waltz avait avancé cet argument, je ne me souviens plus exactement quand, selon lequel le problème au Moyen-Orient, c'est qu'Israël est le seul pays à posséder l'arme nucléaire. Et que si l'Iran en avait une aussi, cela rééquilibrerait la situation et rendrait en fait la région plus stable. John Mearsheimer, lui, pense clairement que c'était une erreur de la part des Iraniens de ne pas construire une arme nucléaire. Et je pense que beaucoup d'Iraniens, dans la population, parmi les gens ordinaires, seraient probablement d'accord avec lui. Et j'ai le sentiment qu'un nombre croissant de personnes dans les élites là-bas partagent aussi cette opinion aujourd'hui, surtout, comme vous l'avez mentionné, après avoir été bombardés 2 fois par 2 puissances nucléaires en pleine négociation. Je dois dire que
je ne suis toujours pas complètement convaincu. Je ne suis pas particulièrement tranché d'un côté ou de l'autre. J'ai soutenu très fermement le JCPOA et je pense que tout le monde aurait été mieux servi si on l'avait simplement maintenu. Mais je crois qu'il y a des difficultés d'analyse quand on regarde la Corée du Nord et qu'on se dit « personne n'a bombardé la Corée du Nord, donc c'est la voie que l'Iran aurait dû suivre ». Il faut se rappeler plusieurs choses. Ce n'est pas seulement que la Corée du Nord possède des armes nucléaires qui lui donnent cette capacité de dissuasion, c'est aussi que les Nord-Coréens ont des systèmes de lancement capables d'atteindre les régions occidentales des États-Unis. Et comme vous l'avez dit, l'Iran n'a pas ça? Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que Kim Jong-un est vraiment perçu comme un dirigeant un peu fou. Est-ce que c'est vrai ou pas? Franchement, je n'en sais rien. Je ne suis pas un expert du sujet. Mais je pense que c'est la combinaison de plusieurs choses. Non seulement les armes nucléaires, les systèmes de lancement, mais aussi l'image d'un dirigeant nord-coréen jugé imprévisible qui lui ont donné cette capacité de dissuasion. Alors que les Iraniens, au moins depuis les années Khatami, à partir de 1997, ont tout fait pour apparaître comme des dirigeants mesurés et rationnels. Et du coup, une arme nucléaire ne leur aurait peut-être pas apporté le type de sécurité qu'ils imaginent. Je pense quand même que ça aurait considérablement renforcé leur sécurité. Je ne le nie pas. Mais je ne crois pas que ce soit forcément la solution à tous leurs problèmes. Parce que la Corée du Nord, malgré tout ça, reste sous le coup de nombreuses sanctions et son économie est complètement en ruine. Ce n'est pas vraiment un modèle à suivre. En revanche, si on peut conclure un bon accord qui permette aux Iraniens de garder leur savoir-faire scientifique et les aspects du programme nucléaire qui sont entièrement pacifiques, tout en les réintégrant dans l'économie mondiale et en offrant au peuple iranien un niveau de vie bien supérieur, je pense que c'est en réalité plus efficace que de suivre la voie de la Corée du Nord en pensant que ça va régler tous leurs problèmes. Oui, ils ne seront peut-être pas attaqués, mais franchement, qui voudrait vivre dans l'économie nord-coréenne au bout du compte? Il faut aussi se rappeler que l'Iran a attaqué 2 États nucléaires et indirectement un 3e au cours des dernières années. Elle a attaqué Israël, malgré le fait qu'Israël possède l'arme nucléaire. Elle a attaqué les États-Unis, malgré le fait que les Américains ont eux aussi l'arme nucléaire. Bien sûr, en représailles à ce que les Israéliens et les Américains avaient fait. Mais elle a aussi envoyé des missiles balistiques vers le Pakistan, il y a environ 2 ou 3 ans, en réaction à une attaque menée par un acteur non étatique à l'intérieur du Pakistan. Le Pakistan a l'arme nucléaire et son processus de décision n'est pas forcément le plus fiable non plus. Donc je pense qu'il faut être très prudent avant de croire que les armes nucléaires offrent une sécurité absolue. Elles auraient sans doute renforcé la sécurité de l'Iran, mais elles lui auraient probablement apporté beaucoup d'autres problèmes aussi. Oui, j'imagine très bien l'Arabie saoudite ou d'autres États du Golfe se dire « Eh bien, si l'Iran en a une, il est peut-être temps pour nous aussi d'obtenir la bombe nucléaire. » Donc oui, c'est clairement une boîte de Pandore qu'il vaudrait mieux ne pas ouvrir. Et Trita, je sais qu'on arrive à la fin de l'émission, mais peut-être une dernière question pour vous aujourd'hui. Vous avez décrit le conflit actuel comme une défaite stratégique potentielle pour les États-Unis. À ce stade, il semble qu'il y ait des négociations officieuses, même si les 2 camps se préparent à une nouvelle phase d'escalade. Alors, à quoi ressemblerait concrètement une issue diplomatique viable dans ce scénario, dans ces circonstances? Je pense qu'une issue viable est encore possible. Mais elle demande une négociation et une stratégie diplomatique beaucoup plus rigoureuse et constructive.
qui ne repose ni sur la reddition, ni sur la contrainte. Je crois qu'il y a encore une chance d'amener les Iraniens à faire des concessions nucléaires, dans l'esprit de ce qu'ils avaient proposé à Genève, avant que Trump ne déclenche la guerre. En échange, je pense qu'ils demanderont une levée totale des sanctions, alors qu'auparavant, ils réclamaient plutôt un allègement partiel, et peut-être aussi d'autres choses. Parmi leurs propositions, il y a notamment la fin complète de la guerre, un pacte de non-agression qui inclurait aussi Israël et d'autres acteurs de la région, garanti par un mécanisme international, quelque chose qui mettrait vraiment un terme à la guerre. Les Iraniens n'accepteront pas de vivre dans une situation où, tous les quelques années, les Israéliens s'arrogent le droit de les attaquer, puis sont applaudis par le chancelier allemand avant que celui-ci ne se mette ensuite à se plaindre de la guerre. Ils n'accepteront pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est la fin complète de cette guerre, avec un mécanisme qui garantisse qu'elle ne recommence pas. Et je pense que ce mécanisme prendra probablement la forme d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle les Chinois et les Russes interviendraient aussi, en quelque sorte, comme garants de ce mécanisme, de cette paix. Il existe encore une voie pour y parvenir. Je pense que, d'une certaine manière, Trump est le seul président qui pourrait lever ces sanctions, parce qu'il n'est pas lui-même favorable aux sanctions. Et s'il veut présenter ça comme une victoire auprès du public américain, le fait de rouvrir l'économie iranienne aux entreprises occidentales, aux entreprises américaines, serait très bien accueilli dans une grande partie du pays, parce qu'ils ont besoin de ce coup de pouce pour l'industrie manufacturière. Et ça, ce serait bien plus important que tout ce qui pourrait être obtenu sur l'enrichissement, et ainsi de suite. Donc, s'il veut en faire une victoire politique, je pense qu'il a encore une chance. Mais il reste son pire ennemi, avec ses tweets, ses publications sur Truth Social et les déclarations qu'il fait, cette manière qu'il a de vouloir donner l'impression d'avoir vaincu et humilié l'autre camp. Absolument. Trita, je tiens à te remercier sincèrement d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour cette conversation vraiment passionnante. Ça a été un vrai plaisir. C'était beaucoup de m'avoir invité. J'ai hâte de te recevoir à nouveau. Merci, Trita. Absolument. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment.